Doamnelor și domnilor, bun regăsit la podcastul Spandugino. Chiar ard de nerăbdare să vă prezint noul invitat al acestei ediții. O ediție care stă în marja sau care vine din mantaua proiectului Justiția Memoriei. În luna noiembrie, la Justiția Memoriei, reamintesc un proiect cotutelat de Fundația Spandugino și Fundația Academia Civică. Am avut o conferință realmente extraordinară despre istorie și memorie, două demersuri fundamentale într-o lume în schimbare. Sunt emoționat, sunt onorat, sunt bucuros să vă spun că suntem din nou împreună cu domnul Stéphane Courtois. Welcome, Mr. Courtois. Bonjour. Thank you very much for this opportunity to have another one conversation. My first question is this one. Is crisis the name or another name for our world today? Je pense que le monde a toujours vécu en crise. Il y a toujours eu des crises, c'est-à-dire des moments de déséquilibre. Le monde, la perfection n'est pas de ce monde, tout le monde le sait, et donc le monde fonctionne de manière plus ou moins chaotique, avec des moments de stabilité relative. Par exemple, quand il y a une paix un peu générale dans un pays, dans une région, voire même dans le monde entier ou presque. Et puis, il y a des moments de déséquilibre vraiment profond. Et là, on est vraiment dans la crise très importante. Et je crois qu'actuellement, notre monde actuel est véritablement dans une crise très importante et même dangereuse. Et même dangereuse. L'Europe en a déjà connu, 1914 était une crise absolument tragique pour l'Europe. Bon, 1939, tout autant. Donc voilà. Et pour la Roumanie aussi, elle a connu des crises, bien entendu, dans les années 30. Quand Staline a décidé de s'emparer de la Bessarabie, quand l'armée rouge et les communistes se sont emparés du pouvoir après 1944-45. Donc voilà, et encore en 1989, quand Ceausescu est tombé, il y a encore eu une crise vraiment importante, avec, y compris à Bucarest, beaucoup de morts. Donc voilà, on a... et le fait qu'il y ait des victimes, des destructions d'infrastructures, de villes, de villages, etc. Mais surtout le fait qu'il y ait beaucoup de morts, de personnes qui meurent, non pas de leur bonne mort dans un bon lit, tranquillement, mais qui meurent parce qu'il y a des agressions extrêmement violentes. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. C'est un signe qui montre qu'il y a une crise grave, voire très grave. Et évidemment, ne serait-ce qu'avec l'attaque de l'Ukraine par la Russie de M. Poutine, on voit très bien que là, il y a une crise très grave en Europe. Et puis avec l'attaque du Hamas contre des Juifs d'Israël le 7 octobre de l'année dernière, on voit là encore une crise très grave parce qu'évidemment, Israël a réagi, évidemment, puisqu'on lui déclare la guerre, elle ne peut pas faire autrement que de réagir. Bon, mais il y a beaucoup d'autres éléments qui viennent s'agréger à ces crises et qui font que les choses deviennent dangereuses. Parce qu'une crise peut être résolue. La diplomatie sert à résoudre des crises, par exemple, entre des pays. Mais là, on sent que la diplomatie a de grandes difficultés, n'arrive pas à trouver des solutions qui permettraient, sinon de résoudre la crise, au moins de l'aplanir, d'aplanir un peu les problèmes. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Alors je sais bien qu'il y a un monsieur qui a annoncé qu'il allait tout régler, c'est M. Trump, mais lui-même semble avoir provoqué une sérieuse crise aux États-Unis. Donc, même un pays comme les États-Unis, dont on pensait qu'en gros il était d'une grande stabilité politique, est totalement en crise. Et avec y compris des ferments presque de guerre civile. Il faut rappeler que les États-Unis ont connu, dans les années 1860-65, une terrible guerre civile, qui a quand même fait 650 000 morts.
C'est dans un pays qui ne comptait à l'époque qu'environ 30 millions d'habitants. Donc, alors, cette guerre civile américaine a été extrêmement violente, surtout parce qu'on venait d'inventer des armes à répétition. Donc, ça faisait beaucoup plus de morts que les vieux fusils du XVIIIe siècle. Mais le président américain, qui était du Nord et qui a gagné la guerre civile, avait décidé de régler cette guerre civile de manière civilisée, je dirais. C'est-à-dire qu'il y avait un vainqueur, un vaincu, mais qu'il y a une paix qui a été formalisée entre les deux camps et qui a permis aux États-Unis de survivre et d'exister comme nation, d'abord comme nation, puis comme grande puissance, puis comme première puissance mondiale. Et là, depuis plusieurs années, et en particulier l'attaque sur le Capitole il y a 4 ans, on a vraiment des choses, un événement qui ne s'était jamais produit aux États-Unis, qui attaquait la démocratie directement, un monsieur Trump qui n'a jamais reconnu sa défaite lors de l'élection présidentielle de 2000. Donc voilà, tout ça, ce sont des éléments ce sont des ferments de crise. Alors, est-ce que ces ferments vont converger vers une crise générale, ou bien est-ce que les choses vont s'apaiser? Nous n'en savons rien. Beaucoup de choses vont dépendre du comportement de M. Trump. Et je crois qu'on ne peut pas préjuger le comportement du président Trump. Il va être extrêmement puissant, puisqu'il a gagné les élections haut la main. Il a la Chambre des représentants, il a il a le Sénat et il a la Cour suprême. Donc il a à peu près tous les pouvoirs aux États-Unis. Il a des milliardaires qui le soutiennent. Donc il a la possibilité de faire beaucoup de choses. Les fera-t-il dans un bon sens, c'est-à-dire pour régler des crises, ou les fera-t-il dans un mauvais sens? Nous n'en savons rien, et peut-être que lui non plus d'ailleurs. Nous verrons. Pour l'instant, il n'est pas encore président. Il faut attendre le 20 janvier 2025 pour qu'il soit vraiment intronisé président. I'll return for 2 minutes at Romanian. La cadrul general, vedeți că nu suntem singuri, nu suntem doar doi interlocutori, ci avem între noi ceva cu totul extraordinar, și anume ediția recentissimă a Cărții Negre a comunismului cu Stefan Courtois în prim plan, coordonator. E vorba de o ediție revizuită științific și adăugită de Dorin Dobrincu și Arman Goșu, apărută de numai câteva zile la editura Spandugino. Vom avea o ediție specială a podcastului Spandugino dedicată numai și numai acestei cărți. Returning to our crisis, let's rephrase. It is an ordinary crisis, or it is a systematic one? It is a crisis of civilization. Shall we call it? Je pense qu'on a les deux. On a incontestablement une crise systémique du système diplomatique et des relations internationales. Une crise systémique qui a été provoquée bien sûr par l'attaque de la Russie de M. Poutine contre un État indépendant, démocratique, dont, il faut le rappeler, les frontières internationales étaient garanties par plusieurs puissances, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et la Russie. Donc il est clair que la Russie n'a pas respecté ses engagements et qu'elle a attaqué en plus de manière extrêmement violente, puisque la Russie actuellement est dans une véritable guerre totale contre l'Ukraine. Et M. Poutine ne se cache pas de son désir de voir disparaître l'Ukraine en tant qu'État. Donc ça c'est une crise systémique qui a provoqué des réactions déjà dans toute l'Europe, puis dans le monde entier, puisqu'on voit que toutes les puissances, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Iran, par exemple, la Corée du Nord, la Chine, que ce soit la Turquie, tout le monde est obligé de se positionner par rapport à cette crise systémique du système des relations internationales, parce qu'à partir du moment où une puissance aussi importante que la Russie, qui est membre du Conseil de sécurité à l'ONU, un des 5 membres, ne respecte pas
les règles élémentaires des relations internationales, c'est-à-dire le respect des frontières. Parce que si on commence à ne plus respecter les frontières, on sait très bien qu'on va vers la guerre générale. Ça a déjà été le cas en 1914, ça a été le cas en 1939, donc c'est extrêmement dangereux. Et donc là, on a une crise systémique qui pour l'instant n'est pas réglée. Mais on a aussi, je crois, une crise de civilisation. On le voit très bien, et d'ailleurs, elle a percuté, si je puis dire, l'élection américaine, parce qu'on a tous toute cette nouvelle idéologie qui nous vient, qui est venue d'abord de la France, avec un certain nombre de philosophes qui sont ensuite allés aux États-Unis, et où là, ça a pris une ampleur très importante, tout ce qu'on appelle le wokisme, le décolonialisme, les théories du genre, tout ça, c'est une crise de civilisation parce que tout ce courant de pensée vient percuter complètement et de manière radicale ce qui fonde les bases de la civilisation occidentale, européenne, américaine, d'Amérique latine, qui, même si on n'est pas croyant, même si on n'est pas catholique, protestant, etc., moi je ne suis pas croyant. Mais néanmoins, je ne suis pas bête non plus, et je sais très bien que toute notre civilisation repose sur des valeurs chrétiennes. Bon. Or, toutes ces théories qui nous arrivent maintenant des universités américaines et qui ont été relayées massivement par les médias, en France et partout, sont des théories qui visent très clairement à détruire ces valeurs qui fondent notre civilisation. Bon, donc là, il y a un vrai problème. Et je pense que les démocrates américains qui ont beaucoup soutenu ce courant de pensée du wokisme, de la cancel culture, etc., viennent de le payer très cher, parce qu'ils ont enregistré une défaite politique historique, et M. Trump a enregistré une victoire politique historique aussi. Hein. Alors, que vont faire les démocrates américains, je n'en sais rien, mais il est tout à fait clair que toute une partie du monde occidental ne peut pas continuer dans ce type de pensée, un type de pensée en plus qui est totalement, qui entre en totale contradiction avec, par exemple, la civilisation indienne, ce qui est quand même un des pays les plus peuplés du monde, avec les civilisations africaines, avec les civilisations océaniennes, hein, ne serait-ce que toute cette théorie du genre, hein, qui nous explique que un homme n'est pas un homme, une femme n'est pas une femme est un homme est une femme. Bon, tout ça, enfin, dans notre civilisation chrétienne, tout le monde sait qu'au départ, il y avait Adam et Ève. Bon, et c'était clair. Le plus surprenant, c'est de voir que les gens qui soutiennent ces théories absurdes se réclament aussi de l'écologie. Mais si on est écologiste, on est quelqu'un qui respecte la nature, qui apprécie la nature. Qu'y a-t-il de plus naturel? Qu'y a-t-il de plus fondamentalement naturel que le sexe des individus? Hein? Alors, le genre, c'est autre chose. Chacun peut choisir sa sexualité, etc. C'est une autre question. Mais venir nous expliquer qu'un homme n'est pas un homme et une femme n'est pas une femme, ça, c'est absurde. Alors, non seulement c'est absurde, mais ça vient percuter complètement toutes les valeurs de la civilisation, pas seulement chrétienne. Dans toutes les sociétés indiennes, africaines, océaniennes, chinoises, un homme est un homme et une femme est une femme. Bon. Après, la question des relations entre les deux, c'est une autre affaire, mais voilà. Alors, là, on est vraiment devant des problèmes anthropologiques. Hein, c'est une crise anthropologique qui est posée. Et donc, là, c'est la même chose. Il va bien falloir réagir à ça. On ne peut pas laisser éternellement colporter d'une part toutes ces absurdités, parce qu'il s'agit bien d'absurdités. Il est scientifiquement démontré qu'un homme est un homme et une femme est une femme. Bon, hein, mais ça va très loin, puisque avec toute cette espèce de mode de ce qu'on appelle le transgenre, il y a toute une propagande qui se développe, en particulier auprès des jeunes,
pour dire à un garçon de 13, 14 ou 15 ans, tu n'es pas vraiment un garçon, à une fille de 13, 14, 15 ans, tu n'es pas vraiment une fille, il faut que tu te transformes physiquement, avec des opérations très lourdes. Bah, pour moi, ça relève purement de la torture, pure et simple, sur des enfants. Mais bon, il y a des parents qui sont assez stupides pour se féliciter de ce genre de comportement. Là, on est à une limite, je crois. On est à une limite d'une crise vraiment anthropologique. Comment les choses vont évoluer, je n'en sais rien. Mais il faudrait quand même que les gens qui colportent ce type de théorie se rendent compte qu'ils sont ultra minoritaires. Ultra minoritaires. Et que si un jour, la grande majorité se met à réagir un petit peu, de manière un peu musclée, ça pourrait aller très mal pour eux. Bon, donc il faut faire attention. Let's be a little bit more analytical. On the one hand, could this major crisis have been avoided? On the other hand, why we are here? Why has the world touched this point, painful, dangerous and hot? And what accelerated the birth of this great crisis? Moi, je suis quelqu'un de toujours relativement optimiste et je pense que cette crise aurait pu être en partie évitée. Vous savez, quand nous avons publié le livre noir du communisme, il y a 25 ans, jamais je n'aurais imaginé que 25 ans plus tard, nous aurions cette guerre en Ukraine, nous aurions un lieutenant-colonel du KGB en train de reprendre toutes les pratiques du KGB et toute l'idéologie impérialiste et agressive de l'URSS. Donc voilà, en 1989-91, après la chute du mur de Berlin et après la chute de l'URSS, nous avons été très nombreux à penser que bon, le pire était passé. Le nazisme était tombé, le fascisme était tombé, le communisme était tombé. Bon, peut-être que le monde allait enfin pouvoir vivre un petit peu tranquillement. Eh bien, 25 ans plus tard, je suis bien obligé en tant qu'historien de constater que ce n'est pas le cas. Non seulement ce n'est pas le cas, mais les choses ne cessent de s'aggraver. Donc, alors pourquoi est-ce qu'on aurait pu l'éviter? Ben, le problème, c'est que, à mon avis, le vrai problème venait de la chute de l'URSS. Bon, ce qui a empoisonné toutes les relations internationales, les problèmes de démocratie, etc., depuis 1917, c'est le fait qu'un mouvement communiste se soit emparé du pouvoir et soit devenu la deuxième superpuissance mondiale. Bon, le fait que cette puissance s'effondre, ça ne pouvait être qu'encourageant. Voilà, le plus grand régime totalitaire de l'histoire s'effondrait d'un seul coup. Attention, il s'effondrait non pas parce que des ennemis extérieurs l'avaient vaincu militairement, il s'effondrait sur lui-même. Il était tellement pourri de l'intérieur qu'il s'est effondré sur lui-même. Bon, donc c'est d'ailleurs une chose que M. Poutine n'accepte pas. Il n'accepte pas de reconnaître que le régime qu'il était prêt à défendre par tous les moyens était totalement pourri. Bon, évidemment, d'un point de vue psychologique, on peut parfaitement comprendre qu'il ne l'accepte pas, puisque ce régime le faisait vivre, et il était même au cœur du régime, parce que le KGB était quand même l'organe de la terreur, était le cœur de ce régime. Bon, sans l'organe de la terreur, ce régime n'aurait pas tenu longtemps. Bon. Donc voilà, hein. Le problème, c'est que on a pensé qu'en 1991, puis 92, 93, la Russie allait réussir sa sortie de communisme. Comme la Tchécoslovaquie a réussi sa sortie de communisme, la Pologne a réussi sa sortie de communisme, les États baltes ont réussi leur sortie de communisme. Et la Russie, de toute évidence, n'a pas réussi sa sortie. Hein. Alors, elle n'a pas réussi sa sortie parce que, d'abord, sa population a été soumise pendant trop longtemps à un régime totalitaire. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne nazie n'a duré que 12 ans au pouvoir. Et que finalement, bon, d'abord les Allemands ont été vaincus militairement,
là, ils ont compris quelque chose. Ils ont compris que soutenir le régime totalitaire allemand, ça coûtait très cher, et que donc il ne fallait pas recommencer, c'est très clair. Hein, mais ça n'avait duré que 12 ans. Et il y avait encore dans la société des bases assez fortes pour que la société se reprenne. Il y avait à nouveau des catholiques, des protestants, des démocrates, etc. Bon, plus évidemment la pression des démocraties qui avaient vaincu, les États-Unis, la France, l'Angleterre, etc. Donc cette population ouest-allemande, elle a réussi à se reconstruire et à laisser tomber complètement le totalitarisme et à devenir une vraie démocratie. La Russie, de toute évidence, n'a pas réussi. C'est-à-dire la durée de l'oppression totalitaire a été trop longue. Il y a trop d'opposants qui ont été assassinés par millions. Bon, donc il y avait bien sûr les dissidents, mais les dissidents étaient très peu nombreux. Très peu nombreux. Hein, et ils étaient immédiatement neutralisés, si je puis dire. Alors Solzhenitsyn a quand même rendu un immense service. Mais bon, il a été éjecté de l'URSS. Bon, Sakharov a été enfermé. Donc voilà, les dissidents, c'était quelques gouttes de contestation dans un océan de soumission. Il faut quand même rappeler ça. Hein, il n'y avait pas... il ne faut pas mythifier la dissidence. Il ne faut pas faire croire que la dissidence était un énorme mouvement. Non. En Pologne, oui. En Pologne, oui. Solidarność. 10 millions de membres d'un syndicat libre en régime communiste. Donc ça, c'est clair. La résistance, elle est là. Mais en Union soviétique, non. Trop d'opposants avaient été massacrés, assassinés par millions depuis 1917-18. La durée de l'oppression totalitaire a été trop longue. Et à la sortie, il y a eu un moment de bascule. On a pu croire pendant un an, peut-être, un an ou deux, que Boris Eltsine allait prendre la vraie voie de la démocratie. Et je pense en particulier à quelqu'un qui était un des principaux dissidents soviétiques, qui avait été expulsé du RSS, qui vivait en Angleterre, et qui était venu à l'école d'été de Siget, Vladimir Boukhovski. Un homme tout à fait remarquable. Dès que l'URSS est tombé, Boukhovski s'est précipité à Moscou, il est allé voir Eltsine, il a dit voilà, il faut ouvrir les archives, et il faut faire le procès du Parti communiste soviétique. Alors, pendant quelques semaines et même quelques mois, Eltsine a dit oui, peut-être, on va voir, je vous laisse aller voir les archives, etc. Et puis d'un seul coup, boum, tout s'est refermé, hein, et Eltsine a très clairement pris une autre voie, qui était la voie de compromis avec les gens de l'Ancien Régime, KGB en particulier, et M. Poutine a joué un rôle très important à ce moment-là, au milieu des années 1990. Et puis ensuite, malheureusement, la voie de la corruption. Parce que c'est ça qui a perdu la Russie. Sa sortie de communisme a été complètement ratée à cause de la gigantesque corruption qui s'est installée dès le milieu des années 90, dont d'ailleurs la famille Eltsine était tout à fait caractéristique, et qui a permis au KGB et aux gens du KGB de reprendre le contrôle de l'État, en particulier dans un chantage avec Eltsine, on pourrait en reparler, et avec un monsieur qui a été choisi, sélectionné pour faire ce travail, Vladimir Poutine, un petit lieutenant-colonel, mais qui avait montré des qualités pour faire ce genre de travail, et évidemment, dès qu'il a été propulsé dans l'entourage de Boris Eltsine, il a pris de plus en plus d'importance très vite. D'abord, patron du FSB, c'est-à-dire des services de sécurité intérieure qui n'étaient que la réplication du KGB, et puis ensuite Premier ministre, et puis ensuite président par intérim, et puis ensuite président. Bon, tout à fait... une carrière plus que fulgurante, extraordinaire, incroyable. Mais
Moi, en tant qu'historien, je ne crois pas au miracle. Je crois que c'était parfaitement organisé. Hein, et nous le voyons évidemment depuis 25 ans hein, dans ce que fait M. Poutine, hein, qui correspond véritablement à toute une idéologie et à tout un modèle stratégique et à toutes les méthodes qui ont été celles du KGB depuis la création de la Tchéka le 20 décembre 1917, hein, puisque le KGB n'est jamais que l'héritier de la Tchéka, GPU, NKVD, KGB, c'est-à-dire l'un des 3 piliers du système soviétique totalitaire, le parti bien sûr, parti unique, l'armée rouge qui est une armée de guerre civile nationale et guerre civile internationale, la Roumanie est bien placée pour le savoir, et puis l'organe de la terreur. Parce qu'on dit toujours, le KGB, c'est une police politique. Je dis non. Une police politique, même les démocraties en ont. La France avait une police politique qui s'appelait les renseignements généraux. Et moi, en tant que militant gauchiste, très activiste des années 1968 et 69-70, bien entendu, les gens des renseignements généraux surveillaient ce que je faisais, ce que faisait mon groupe, etc. Et c'était tout à fait normal que le gouvernement surveille tout ça. Mais les renseignements généraux en France, police politique, n'avaient rien à voir avec le KGB, qui est un organe de terreur. C'est très différent. Hein. Donc voilà, je pense que le moment où tout a basculé, c'est quand la Russie a commencé à sortir de l'autoroute démocratique pour reprendre l'autoroute autocratique à partir de la deuxième partie des années 1990 et surtout de l'arrivée de M. Poutine dans l'administration présidentielle au Kremlin. À partir de ce moment-là, j'ai envie de dire, le ver du KGB était dans le fruit de l'État russe et évidemment, avec des moyens considérables, ces gens-là ont très rapidement remis la main sur le pays. Sur le pays, et puis sur les zones périphériques, hein, on le voit avec l'Ukraine, et puis beaucoup plus largement, parce que nous assistons aujourd'hui quand même à une reconstitution tout à fait étonnante d'une grande alliance des régimes totalitaires. Alors, la Chine, bien sûr, la Corée du Nord, la Russie, l'Iran. Bon, mais ça n'est pas seulement une alliance politique et diplomatique, c'est une alliance militaire. C'est une alliance militaire. Donc là, c'est encore autre chose. Hein. C'est une alliance militaire qui ne fait que reconstituer l'alliance militaire du pacte de Varsovie, etc. Bon, hein, on sait très bien que avant la querelle sino-soviétique, avant la bataille entre Khrouchtchev et Mao, la Russie de Staline et même la Russie de Khrouchtchev, l'Union soviétique de Staline et l'Union soviétique de Khrouchtchev étaient étroitement mêlées aux affaires du communisme chinois. Sans l'URSS, jamais Mao ne se serait emparé du pouvoir, bien sûr. Même chose pour la dynastie des Kim en Corée du Nord. Hein, donc voilà. Hein, donc là, il y a vraiment quelque chose d'assez étonnant, c'est-à-dire une espèce d'éternel retour de l'histoire. L'histoire se répète. Il y a 25 ans, je n'aurais jamais imaginé une seconde que ça puisse arriver. Bon, mais je ne suis qu'historien. Je ne suis pas un voyant. It's not a good news what you are telling us. In this condition, the natural question is this one: are the Western mind, the Occidental minds, prepare for this big and so manipulative game? Alors, là, c'est un problème. J'ai envie de dire, c'est un problème récurrent, c'est un problème auquel on est continuellement confronté. L'opposition entre des démocraties qui fonctionnent sur la base d'un état de droit, du respect des lois, du respect des règles du jeu international, du respect des règles internationales, et puis des dictatures
où il n'y a évidemment aucun état de droit, et qui se moquent complètement de respecter les règles. Donc c'est toute la question. Est-ce que nous, dans nos démocraties, nous avons l'habitude de dire que chacun peut s'exprimer, chacun peut faire ce qu'il veut, etc. Mais évidemment, de manière automatique, nous pensons que c'est dans le respect des règles. Alors que ceux d'en face disent oui, on est d'accord avec vous, mais ils font exactement le contraire, bien sûr. Et donc, au cœur de ce type de comportement, on a la question du mensonge. La question du mensonge, et de la vérité. Parce qu'il ne peut pas y avoir de relation normale entre deux individus, entre deux collectivités, entre deux pays, entre tous les pays du monde à l'ONU, si les uns croient en la vérité et croient ce qu'ils disent, et disent voilà, nous allons faire ça, etc., etc., et que les autres disent oui, nous allons le faire, et font exactement le contraire. Là, il y a un énorme problème, qui est aussi un problème de civilisation. C'est un problème anthropologique, la question de la vérité. Alors, nous sommes dans une époque où, justement, à cause des réseaux sociaux, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très nouveau. Jusqu'ici, jusqu'à il y a 30 ans, l'essentiel des informations passait par la télévision, la radio, les journaux. Bon. Dans tous ces cas, en tout cas en démocratie, les journalistes qui faisaient ce travail étaient responsables de ce qu'ils disaient. Dans un journal, vous écrivez un article, vous signez. Et si vous racontez des mensonges, vous allez être pris la main dans le sac. Et si vous attaquez des gens faussement, vous allez vous retrouver au tribunal en diffamation. Sur les réseaux sociaux, rien de tout ça. Sur les réseaux sociaux, n'importe qui, sous un pseudonyme quelconque, peut lancer n'importe quoi. Et contre n'importe qui. Peut-être que en ce moment même, sur un réseau social en Roumanie, quelqu'un est en train de dire « Courtois est un abominable, pédocriminel, etc. etc. » Bon, et qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux que dire « ça n'est pas vrai », mais bon, ça va partir dans les réseaux sociaux, et les gens qui ne m'aiment pas vont dire « vous voyez, on vous l'avait dit, c'est un abominable personnage ». Bon, or, nous sommes maintenant confrontés à ça. Et avec des réseaux sociaux qui sont des entreprises privées, dirigées par des grands milliardaires, qui se moquent totalement de ce que diffusent leurs réseaux. Leur seul problème, c'est de faire de l'argent avec du buzz, avec de la publicité, etc. Bon. Donc là, on a un énorme problème avec la vérité. Il n'y a plus de moyen de sanctionner le mensonge public. C'est un énorme problème. C'est un énorme problème en démocratie. Bon, je ne parle pas des dictatures. Les dictatures, elles contrôlent tout ce qu'elles diffusent comme information chez elles. Mais en démocratie, on doit pouvoir contrôler la vérité des informations. Et maintenant, nous sommes confrontés à ce problème qu'on ne peut plus vérifier toute une partie des informations qui sont lancées sur les réseaux sociaux, et Dieu sait si par exemple M. Poutine, avec ses hackers, etc., et ses usines à trolls, diffuse dans le monde entier des informations complètement fausses, jusqu'à essayer de peser sur des élections, aux États-Unis par exemple. Bon, la précédente élection présidentielle, les cours de justice américaines ont clairement dit oui, la Russie a tenté d'intervenir dans l'élection. Quelque chose qu'on n'avait jamais vu. En tout cas, pas à ce niveau-là. Donc là, il y a vraiment un énorme problème. Moi, personnellement, si on me demandait mon avis, je dirais demain matin, vous fermez tous les réseaux sociaux. Et on n'en parle plus, voilà. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible aussi parce que les réseaux sociaux sont utiles. Y compris pour les opposants dans une dictature. Et oui, en Iran, en Russie, même en Chine, les réseaux sociaux permettent à des opposants de s'exprimer clandestinement, sous pseudonyme, etc.,
Donc voilà, bon, c'est très compliqué, c'est un problème inédit, c'est-à-dire c'est un problème qui n'existait pas au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, au XXe siècle, ça n'existait pratiquement pas. C'est seulement un phénomène du XXIe siècle, ça, bon, et qui va certainement marquer tout le siècle, mais qui pose cette question fondamentale de la vérité et du mensonge sur la place publique. Comment peut-on arrêter la diffusion de mensonges sur la place publique? Ça, c'est un vrai problème. Two big concepts, two big characters were in the center of your conference. History and memory. You talked about history and memory like two fundamental approaches in a changing world. Are we where we are today in crisis, in a very problematic crisis, because history has overtaken memory? Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Enfin, ça dépend dans quel sens vous comprenez histoire. Mais moi, je suis historien. Bon. Et en tant qu'historien, je suis extrêmement attaché à ce qu'on appelle la vérité historique. La vérité historique. C'est-à-dire qu'un historien, il ne peut pas écrire un article, un livre, une conférence sans que tout ce qu'il dit soit documenté. Documenté, alors soit à travers un processus de mémoire. Bon, par exemple, prenons Solzhenitsyn, il publie l'Archipel du Goulag. L'Archipel du Goulag ne repose pratiquement sur aucune archive. Toutes les archives du Goulag étaient fermées, mais reposent sur des centaines de témoignages qu'il a recueillis et qui finissent par faire une somme d'informations incontestables sur laquelle ensuite les historiens vont pouvoir s'appuyer jusqu'à ce qu'en 1991, l'URSS s'étant effondrée, les archives s'ouvrent et vont confirmer très largement tout ce qu'a raconté Solzhenitsyn. Bon. Donc je ne crois pas à une opposition frontale entre histoire et mémoire. Je crois que ce sont vraiment deux processus complémentaires qui s'appuient d'abord sur la mémoire, parce que tout simplement, chacun d'entre nous a sa propre mémoire et se fait, pour commencer, sa propre histoire. Bien sûr, chaque habitant de Bucarest de 1989 se souvient de la révolution de décembre 1989. Alors, ça dépend de quel côté il était, bon, mais M. Ceausescu n'aurait sans doute pas eu la même interprétation que des gens de l'Académie civique, par exemple. Mais bon, chacun a sa mémoire. À partir de là, alors il y a des oppositions de mémoire, bien entendu. En France, on le voit très bien, par exemple, en France, il y a eu pendant des dizaines d'années une très puissante mémoire communiste. Le Parti communiste a construit une mémoire qui était en opposition complète avec l'histoire. C'est-à-dire qu'une fois que les archives se sont ouvertes, on a vu que le Parti communiste avait raconté n'importe quoi. Hein. Par exemple, sur un point très important, le Parti communiste français disait toujours « Oui, bien sûr, nous soutenons l'URSS, mais nous sommes très indépendants de l'URSS. Bon, nous ne sommes pas sous le contrôle de l'URSS. » Les archives ont montré exactement le contraire. Le contrôle, pendant toute la période stalinienne et même après, le contrôle très très étroit de Moscou sur le Parti communiste, sur ses dirigeants, mais même sur les cadres intermédiaires du parti. Même pour une élection locale, ça remontait à Moscou pour vérifier si le candidat était le bon candidat. Donc même moi qui n'étais pas philo-communiste, quand je suis arrivé à Moscou dans ces archives, j'ai été stupéfait. Je n'arrivais même pas à comprendre ce degré de contrôle. Hein. Donc voilà, il y a des moments où la mémoire peut être tout à fait en opposition avec l'histoire. Bon. Mais normalement, quand on a affaire à des témoins sérieux, authentiques, sincères, ils sont toujours très utiles pour les historiens. Mais les historiens doivent toujours vérifier tous les témoignages, tout ce qui est mémoire, etc. Et puis, évidemment, si possible, accéder aux archives. Et à partir de ce moment-là, il y a un ensemble documentaire qui permet vraiment d'établir une vérité historique qui n'est plus contestable.
Bon, je vais prendre un exemple très simple. Les soviétiques, vous savez qu'en 1943, les nazis ont découvert en Biélorussie occupée un charnier où il y avait les cadavres de plus de 4400 officiers polonais qui avaient été assassinés d'une balle dans la tête. Bon, bien sûr, les nazis ont fait toute une campagne de propagande là-dessus. Et puis, dès que l'armée rouge a repris le terrain, Staline a fait faire une contre-campagne de propagande pour expliquer que ça n'était pas les soviétiques qui avaient assassiné ces officiers polonais, mais les nazis. Bon, ça a duré pendant 50 ans. La bataille a duré jusqu'à l'effondrement de l'URSS. Et évidemment, tous les communistes du monde entier ont soutenu pendant 50 ans que ce sont bien les nazis qui ont assassiné ces officiers polonais. Et puis d'un seul coup, les archives s'ouvrent et voilà que une feuille de papier, une seule feuille de papier suffit à régler définitivement la question. Qu'est-ce que c'est cette feuille de papier? Un ordre. L'original d'un ordre du bureau politique soviétique, 5 mars 1940, ordonnant l'exécution de plus de 15 000 officiers polonais et signé de tout le bureau politique. Parce que Staline était un homme prudent. Il ne s'est pas contenté, lui, de signer. Il a fait signer tous les autres. Comme ça, tout le monde est complice. Bon. Donc vous voyez, voilà à quoi servent les archives. Bon. Et depuis que ce document est sorti, plus personne ne discute de la question. Tout le monde sait que c'est le NKVD qui a assassiné ces gens, et maintenant on sait qui étaient les bourreaux, comment ça s'est passé, où, etc., etc. Voilà. Bon. Donc voilà, il faut voilà dans quelle mesure une vérité historique peut s'établir après de grandes difficultés, après des polémiques mondiales. Bon, une vérité historique s'établit et elle n'est plus discutable. Hein, même si aujourd'hui, justement, Monsieur Poutine commence à remettre tout ça en cause. Bon, et donc voilà un vrai problème. Hein. Mais donc, alors si on en est là aujourd'hui, c'est aussi parce que le travail d'histoire, il est fait. Les historiens travaillent. Les historiens travaillent, il ne faut pas croire. Ils travaillent même beaucoup. J'ai même vu que dans ce livre qui vient de ressortir en étant tout à fait complété, il y a des compléments historiographiques très importants sur tout le travail qui est fait en Roumanie, sur la question du régime communiste en Roumanie, etc. Bon. Donc voilà, le travail se fait. Le problème, c'est quel est l'impact de ce travail? Est-ce qu'il est diffusé? Est-ce que ça n'est pas diffusé? Est-ce qu'il y a des forces et des mouvements politiques, par exemple, qui vont tout faire pour détruire le travail des historiens? C'est ce que fait M. Poutine. Hein. Parce qu'en plus, M. Poutine se prend pour un grand historien, figurez-vous. Oui, hein, c'était en 2020 ou 2021, je n'ai plus la date exacte, il a publié un très grand article sur le site du Kremlin pour réécrire toute l'histoire de la Russie. Depuis la Rousse du 9e, 10e siècle jusqu'à 2022. Et pour expliquer que les Ukrainiens et les Russes, c'est le même peuple. Alors que toute l'histoire montre le contraire. Mais bon, ça ne le dérange pas. Il réécrit complètement l'histoire. Mais c'est exactement ce que Adolf Hitler a fait dans Mein Kampf. Ça n'est pas autre chose. Et c'est exactement ce que Staline a fait quand, en 1938, il a fait écrire un livre pour réécrire complètement l'histoire de la révolution bolchevique, où Trotsky avait disparu, tous ses ennemis politiques avaient disparu. Hein, et Staline lui-même avait revu entièrement le livre. Il avait même réécrit certains passages. Bon, donc voilà. Donc là, il y a un conflit de récits. Évidemment, les dictatures cherchent toujours à légitimer leur action. Comme souvent leur action n'est pas légitime, il faut bien inventer un récit qui va légitimer cette action. Bon, et on le retrouve dans de nombreux cas, hein, et c'est la même chose avec la Chine, hein, que ce soit le conflit entre la Chine communiste et Taïwan, par exemple. Eh bien voilà, M. Xi Jinping réécrit toute l'histoire en disant voilà, Taïwan c'est à nous, hein, et voilà, et les habitants de Taïwan n'ont pas le droit d'être une démocratie et de faire ceci et de faire cela. Bon, c'est tout à fait extraordinaire. En oubliant, bien sûr,
que la prise de pouvoir par les communistes en Chine a été le résultat d'une guerre civile extrêmement violente et que justement, à Taïwan, ce sont les gens qui avaient perdu la guerre civile qui se sont réfugiés à Taïwan et qui maintiennent une certaine idée de la Chine qui n'est pas du tout celle de M. Xi Jinping, le communiste. Donc vous le voyez, on est maintenant vraiment... c'est assez nouveau, ça. C'est assez nouveau. Ça apparaît depuis au maximum une dizaine d'années, la reconstitution de nouveaux récits pseudo-historiques, parce que historiquement, ça ne tient pas une seconde, ce que raconte M. Poutine, mais voilà, M. Poutine et l'ensemble de ses dictateurs, même chose pour l'Iran d'ailleurs, ont parfaitement compris que pour légitimer leur action, il faut un récit. Il faut un récit sur lequel ils puissent s'appuyer, même si ce récit est totalement mensonger, peu importe. C'est ce récit qui va légitimer l'action, et au nom d'une idéologie, évidemment. Hein, chez les Iraniens, c'est évidemment cette idéologie chiite d'un islam politique. Chez M. Poutine, c'est un mélange d'idéologie tsaro-kagébiste, si je puis parler comme ça. Bon, chez M. Xi Jinping, c'est toute la mythologie maoïste de la guerre civile, etc., de la longue marche, etc. Bon, donc voilà. Hein, mais alors, cela dit, on a la même chose dans une démocratie comme la France. Par exemple, en France, toute la gauche, mais surtout les communistes et les gauchistes, présentent un récit de la Révolution française qui est très largement faux. Hein, on nous présente une merveilleuse révolution. Surtout 1792, 1793, 1794. En oubliant, avec des guillemets comme ça, de dire qu'en réalité, c'était une féroce guerre civile. Et que la masse, l'énorme masse des Français étaient monarchistes, n'ont jamais voulu la mort du roi. Hein. Danton, l'un des grands leaders de cette révolution, le disait lui-même. Hein. Les Français sont monarchistes, les républicains sont très minoritaires, les républicains doivent faire peur aux monarchistes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on met au milieu? La terreur. Toujours la même explication. C'est le seul moyen pour ces mouvements de se maintenir. C'est la terreur. Long march through the history, not through the institution. Ah oui. Ça, c'est encore autre chose. Bon, longue marche dans les institutions, c'est... Mm-hmm. Are the new technologies, are social medias alias for the history or for the pseudo-history? Bon, are the alias for democracy or for tyrants, for authoritarian? Non, mais le problème, c'est que les nouvelles technologies, on ne peut rien y faire. Depuis que l'homme, il y a très longtemps, a inventé la roue qui a fait faire de grands progrès à l'humanité, bon, la roue, c'était très bien pour construire des charrettes, porter le foin, porter des pierres pour la construction, etc. C'était aussi la roue qui permettait de faire des chars de combat sur lesquels Achille, Agamemnon, etc. combattaient les Troyens. Bon, donc voilà, la technologie peut être utilisée aussi bien pour quelque chose de très positif que pour quelque chose de très négatif. Regardez dans notre époque moderne, la puissance nucléaire. Bon, on s'en est d'abord servi pour faire une bombe, 2 bombes même, Hiroshima, Nagasaki. Et puis, ensuite, on s'est aperçu que ça pouvait être une source d'énergie extraordinaire. Et en plus, par rapport à notre époque d'aujourd'hui, une énergie propre. Une énergie propre. Bon, c'est pas du charbon, c'est pas du pétrole, c'est pas du gaz. Donc voilà. Donc, c'est ambivalent et ça dépend énormément des gens qui sont au pouvoir. L'intelligence artificielle, qu'est-ce qui va se passer? C'est un vrai problème. Regardez déjà comment le régime communiste chinois utilise tous ces systèmes pour ficher toute la population, scanner, etc.
Maintenant, dans les grandes villes chinoises, chaque citoyen chinois a une espèce de carnet personnel. Si on l'a vu traverser la rue alors qu'il n'avait pas le droit, toc, il perd un point. Il a un carnet social, hein, et s'il perd des points, il n'a plus le droit d'aller à l'étranger, il n'a plus le droit de faire des études supérieures. C'est terrifiant. C'est Orwell. Vous imaginez si Staline ou Hitler avaient bénéficié de ce type de système, qu'est-ce qui se serait passé? Bon. Is the new one more efficient prison? C'est beaucoup plus efficient, bien sûr. La reconnaissance artificielle personnelle, etc. Donc, et ça dépend beaucoup, essentiellement, de l'usage qui va en être fait par le pouvoir. Et cet usage, s'il n'y a aucun contre-pouvoir, le pouvoir automatiquement va essayer de faire le maximum de contrôle avec ça. S'il y a des contre-pouvoirs, alors le pouvoir va être obligé de limiter ces systèmes pour que les citoyens soient défendus individuellement. Hein, parce que, bon, alors, et c'est toujours le même problème. On a ça en France depuis des années maintenant, la question de mettre des caméras dans les villes, dans les rues. Bon. Alors, la police dit, nous avons besoin de caméras pour filmer les cambrioleurs, les assassins, etc., etc. Et d'autres personnes disent, ah mais attendez, moi je n'ai pas envie d'être filmé quand je sors avec une dame qui n'est pas ma femme, par exemple. Bon. Donc voilà, hein, là encore, c'est très ambivalent. Ce sont des technologies qui, à mon avis, sont très utiles, mais qui doivent être contrôlées. Il doit y avoir des limites. C'est toujours la même question, hein. Il doit y avoir toujours des limites. Bon, le problème dans les dictatures, surtout totalitaires, il n'y a pas de limite. Donc, c'est ça la question. En Chine, il n'y a pas de limite. Il n'y a aucun contre-pouvoir en Chine. Bon, donc, M. Xi Jinping, sans parler de la Corée du Nord, où là, c'est absolument... c'est un contrôle absolu en Corée du Nord. Bon. Donc voilà, on est continuellement confronté à ces avancées technologiques. C'est à nous, c'est aux citoyens de faire en sorte qu'il y ait des contre-pouvoirs, qu'il y ait des limites. You spoke at the conference about the duty to tell the truth. Oui. What does this mean? What more does this mean in a post-truth world? Alors, sommes-nous dans un post-truth world? Good. Sommes-nous dans un monde post-vérité? Personnellement, en tant qu'historien et en tant que citoyen, je conteste cette expression de post-vérité. La post-vérité, ça n'existe pas. C'est un fantasme. La vérité, ça existe. Parce qu'en tant qu'historien, je la vérifie. La post-vérité, qu'est-ce que c'est? Des gens qui racontent n'importe quoi. Non, mais moi, je n'empêche personne de raconter n'importe quoi. Bon, mais attention, dans l'espace public, c'est autre chose. Si vous êtes dans un salon avec des amis et que vous commencez à délirer, voilà, vous avez bu un peu trop de vodka ou de palinka, je ne sais pas, bon, alors voilà, bon, on commence à fantasmer, on est complotiste, etc. Ça ne me pose aucun problème. Mais quand ça commence à sortir sur la place publique, ça n'est plus du tout la même chose. Bon, donc là, dès qu'on dit post-vérité, on a l'impression que le monde de la vérité, c'est fini. Non, moi, je n'y crois pas. Et ça, c'est une question anthropologique. C'est-à-dire que la vérité, elle est toujours là. La vérité, elle sera toujours... si vous allez au tribunal, il faudra bien que les juges sachent quelle est la vérité pour condamner quelqu'un, etc., etc. Hein, et donc, alors, on revient à la question sur les réseaux sociaux, parce que pour que cette post-vérité, qui relève des fantasmes de différents individus, pour que cette, entre guillemets, post-vérité existe, il faut qu'il y ait un moyen de la diffuser. Bon. Et quel moyen? Alors, il y avait déjà des moyens. Dans l'URSS de Staline, on était en pleine post-vérité, d'une certaine manière. Hein.
Staline vous vendait à ses citoyens l'avenir radieux du communisme. Ça, c'était la face éclairée de la Lune. Puis il y avait la face cachée de la Lune. C'était le goulag. Bon, voilà. Bon, Hitler aussi vendait à ses citoyens la merveilleuse grande Allemagne, etc. Formidable. Et puis en 1945, crac, la grande Allemagne, elle est rasée. Bon, donc voilà. La question de cette post-vérité n'est pas nouvelle. Simplement, elle a pris des dimensions insensées depuis 10 ou 15 ans, avec ces réseaux sociaux, et puis avec des mouvements activistes d'extrême gauche, d'extrême droite, islamistes, etc. On a tout un tas... Ce qui prouve d'ailleurs que notre démocratie perd un peu ses valeurs. Et une certaine déchristianisation générale n'a pas facilité la réaction à toute cette post-vérité. Bon, ça c'est incontestable. Donc, ne serait-ce que, vous voyez, je crois que je ne sais plus si, quand j'évoquais ça, mais sur la question de la théorie du genre. Bon, qu'est-ce que c'est que cette post-vérité qui vous dit un homme n'est pas un homme, une femme n'est pas une femme? Et pire que ça, vous êtes une femme, mais en réalité vous êtes un homme. Vous êtes un homme, en réalité vous êtes une femme, et vous devez vous faire transsexualiser. Bon, on est dans quelque chose d'absurde, et qui n'a rien à voir avec la vérité, parce que la vérité, elle est très simple. Vous prenez un homme, vous prenez une femme, vous les mettez tout nus et vous savez très exactement de quoi ils retournent. Bon, c'est pas compliqué. Tout le monde sait ça. N'importe quel gamin de campagne qui a 5 ans sait très bien que ça c'est un taureau, ça c'est une vache. Bon, ça c'est un bélier, ça c'est une brebis. Ça c'est un chien, ça c'est une chienne. Voilà, bon. Alors comment se fait-il que ce qu'un enfant de 5 ans peut comprendre, des gens très savants, universitaires, etc., disent le contraire? C'est tout à fait absurde. My last two questions now. Could it be worse in our world than what has already happened to us? And linked with this, how can it be at least slightly better for our world? Oui, bien sûr. Le pire est toujours possible. Le pire est toujours possible. Y compris en ce moment. Imaginons que, pour une raison X ou Y, la guerre en Ukraine et la guerre au Moyen-Orient, entre Israël et l'Iran par groupe terroriste intermédiaire, imaginons qu'à la suite d'un système d'alliance, ça débouche sur une guerre mondiale. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Regardez 1914. Une Europe ultra puissante, qui a des colonies dans le monde entier, qui domine le monde par sa technologie, par son intelligence, par sa littérature, etc., et qui, d'un seul coup, à la suite de l'assassinat d'un archiduc, quand même, ça n'est pas la mort du monde, un assassinat d'un archiduc. Eh bien, la suite de l'assassinat d'un archiduc dans un endroit, je ne sais pas si vous êtes allé à Sarajevo voir l'endroit où il a été assassiné, mais enfin, on se croirait au bout du monde. Eh bien, déclenche une guerre mondiale. Voilà, bon. Mais ça, c'est l'histoire. Ça, c'est l'événement. L'événement qui met le feu aux poudres. Une petite allumette, boum, on fait sauter. Bon, en ce moment, il faut bien dire qu'il y a beaucoup d'éléments, je dirais des éléments incendiaires, qui se cumulent, qui convergent. Alors, bien sûr, je n'espère pas du tout que ça explose, mais je pense, en tant qu'historien, je pense que nous sommes entrés dans un processus de guerre mondiale, de troisième guerre mondiale, de basse intensité pour le moment. De basse intensité,
avec quand même des combats. Il suffit de voir ce qui se passe en Ukraine, il suffit de voir ce qui se passe en Israël, à Gaza et au Liban, il suffit de voir ce qui se passe entre la Chine et Taïwan, etc. On peut multiplier les exemples. Il suffit de voir tout ce qui se passe en Afrique, avec des dictatures, des massacres, des guerres civiles, etc. Donc voilà, on ne sait pas. Alors, M. Trump est élu, très bien. Il va être très puissant. Il est à la tête de la première puissance mondiale, qui militairement domine très largement tout le reste du monde. Bon, beaucoup de choses sont dans ses mains. Il peut faire beaucoup de choses. Est-ce que c'est un homme intelligent? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Est-ce que c'est un homme qui a des valeurs démocratiques? Je n'en suis pas sûr. Est-ce qu'il comprend quelque chose à toute cette situation? Ça n'est pas certain. Alors, bien sûr, un président ne peut pas être au courant de tout, il ne peut pas tout vérifier, tout voir, tout savoir, mais l'important, ce sont ses conseillers. Donc, on va voir. Alors, dans un premier temps, on a vu que M. Trump a nommé, entre guillemets, des conseillers assez radicaux, je dirais, assez disruptifs. Mais c'est d'abord, il n'est pas encore président, et puis c'est une manière pour lui de remercier des gens qui l'ont aidé dans sa campagne électorale. Une fois qu'il sera président, est-ce que ces gens-là vont rester en poste 3 mois, 6 mois, 1 an? On n'en sait rien. Est-ce que d'autres personnes compétentes ou plus compétentes, plus au courant de la situation mondiale, plus au courant des enjeux, parce qu'il y a des enjeux énormes, économiques, militaires. Regardez la manière dont M. Poutine agite régulièrement la menace nucléaire. Bon, et nous apprenons que les Américains ont décidé de relancer leur programme nucléaire. Bon, où est-ce qu'on va? Un simple exemple. La France n'est pas une grande puissance nucléaire, mais quand même, la France a des sous-marins nucléaires d'attaque. Avez-vous une idée de la puissance atomique d'un seul de ces sous-marins nucléaires d'attaque? Un sous-marin nucléaire d'attaque français porte des bombes atomiques qui font 1000 fois la bombe d'Hiroshima. 1000 fois. Un seul sous-marin. Bon, vous imaginez ce qu'ont les Américains. 10 fois plus. Donc voilà, on peut faire sauter la planète aussi, hein. Pourquoi pas? Allons-y, appuyons sur le bouton. Donc voilà, on est vraiment... Bon, la situation n'est pas bonne, elle pourrait être pire. Elle pourrait être pire, bien sûr, elle pourrait être meilleure. Donc, mais c'est pour ça, je pense qu'on est à un point de bascule. On est à un point de bascule mondial, à tout niveau, au niveau des relations internationales, au niveau des valeurs, entre dictateurs, parce qu'il est très clair maintenant on revient sur un conflit entre démocratie et dictature. Ça me paraît évident, alors qu'on avait pensé qu'après la chute de l'URSS, la démocratie allait naturellement se répandre. Ben non, la démocratie ne se répand pas naturellement. La démocratie demande qu'on se batte pour elle. Voilà, bon. Et en Russie, ça n'a pas marché. Les démocrates ont été tous assassinés, parce qu'il faut bien dire les choses. Les démocrates russes ont été... Et quand je dis des démocrates, à la limite même pas des hommes politiques, des gens qui simplement disaient la vérité. Hein? Madame Politkovskaya, qui documentait les crimes de la Russie en Tchétchénie, elle était tout simplement assassinée. Bon. Monsieur Navalny, qui documentait remarquablement d'ailleurs la corruption générale du système Poutine et de M. Poutine en personne, il a été assassiné il n'y a pas longtemps. Bon, hein. Et M. Nemtsov, qui était un homme politique et qui, lui, était en train de documenter la manière dont M. Poutine avait organisé la préparation de la guerre en Ukraine, a été assassiné sous les murs du Kremlin. Et figurez-vous, malheureusement, un jour où les caméras de surveillance étaient en panne. Donc on ne sait même pas qui l'a assassiné. Bon, c'est malheureux, hein. Non mais vous voyez, bon, on voit bien à quoi on a affaire. On a affaire à un retour en force des dictatures, et même de dictatures totalitaires, parce que moi je distingue 2 types de dictatures. Il y a des dictatures autoritaires, et il y a des dictatures totalitaires. Ce n'est pas la même chose. On sort facilement d'une dictature autoritaire. Prenons l'exemple, par exemple, de Franco en Espagne.
Bon, il est incontestable que Franco avait instauré une dictature à la suite d'une guerre civile. Attention, si le camp républicain avait gagné, ça aurait sans doute été pire. Bon, mais c'est une autre affaire. Mais en tout cas, il est clair que Franco avait instauré une dictature qui a commis un certain nombre d'assassinats, puisque beaucoup de républicains qui avaient été faits prisonniers ont été fusillés. Bon, mais quand Franco est mort, eh bien, très rapidement, presque sans s'en apercevoir, le régime, avec une monarchie qui avait été un petit peu inventée par Franco, eh bien, ce régime est passé directement à une démocratie. Pas une république, mais une démocratie. Bon, et avec un roi qui, au moment où un colonel un peu frappé a voulu attaquer le Parlement, le roi a appelé les chefs de l'armée en disant maintenant ça suffit, hein, et attention, je vais sévir. Bon, et donc tout est rentré dans l'ordre et l'Espagne est rentrée dans un processus démocratique tout à fait normal, tout à fait banal, je dirais, rentrer dans l'Union européenne, etc., etc. Bon, donc c'est possible. Un régime totalitaire, on le voit, c'est beaucoup plus difficile. Dans le cas de l'Allemagne, ça a été réglé par la défaite militaire. Bon, dans le cas de la Russie, malheureusement, il n'y a pas eu de défaite militaire. Il y a un régime qui s'est effondré sur lui-même, alors pour une raison quand même qu'il faut rappeler, parce qu'elle concerne aussi la Roumanie, c'est le communisme. Qu'est-ce que c'est que le communisme? C'est tout simplement la suppression de la propriété privée et de tout ce qui va avec. Parce qu'attention, tout ce qui va avec la propriété privée, c'est très important. C'est l'individu, c'est l'initiative individuelle, c'est l'état de droit. Il n'y a pas de capitalisme sans état de droit, sans règles commerciales, etc. Sinon, c'est le Far West. Hein. Donc voilà. Or, ce communisme, suppression de la propriété privée, c'est la base. Hein. Il suffit de reprendre le manifeste du Parti communiste de Marx. La phrase fondamentale, c'est « le communisme, c'est la suppression de la propriété privée ». Bon, eh bien, très bien. On supprime la propriété privée pendant 74 ans, et à l'arrivée, qu'est-ce qu'on a? Dans un des pays du monde qui est le plus riche, la Russie a tout. Le gaz, le pétrole, le charbon, le fer, les grandes rivières, les barrages. Elle a tout. Et finalement, au bout de 74 ans, c'est un effondrement complet. Bon, je crois que la démonstration devrait être quand même assez frappante. Hein. Donc voilà, et donc là, on a... dans le cas du totalitarisme, on a une sortie vers la démocratie qui est beaucoup plus difficile. Parce que les populations ont été beaucoup plus matraquées, et avec cette idée évidemment fondamentale des totalitaires. On va faire l'homme nouveau. On va faire l'homme nouveau. Donc, on ne se contente pas de s'emparer du pouvoir et du gouvernement, on ne se contente pas de contrôler la société, on veut contrôler l'individu. On veut lui mettre dans le crâne des choses qu'il ne veut pas. Bon, donc voilà, ça c'est Orwell. Bon, et donc ça c'est très difficile. L'exemple russe nous montre que c'est très difficile d'aller contre ça. Et pour l'instant, je n'imagine pas du tout une seconde que, par exemple, il pourrait y avoir un processus démocratique en Corée du Nord. Ça me paraît totalement improbable. Il suffit de voir les foules nord-coréennes lors de la mort de leur grand chef. Hein, la mort de Kim Il-sung, la mort de Kim Jong-il, etc. Des foules énormes, en pleurs complètement. Alors que le régime les a fait mourir de faim, il y a des famines énormes, etc. Ils crèvent tous les matins, mais non. On pleure le grand chef qui vous a massacré. C'était la même chose avec Staline d'ailleurs. Quand il est mort et que son corps a été exposé à Moscou, des millions de gens sont venus. Alors, on dit qu'un certain nombre de gens sont venus pour s'assurer qu'il était bien mort. C'est possible. Mais beaucoup sont venus pour pleurer. Parce que, bon, voilà, c'était le grand Staline. Donc voilà, on est dans... Bon, à la mort de Franco, personne n'est allé pleurer. Au contraire, il y a plutôt eu des explosions de joie. Donc voilà, c'est très différent. Et je crois qu'il faut bien distinguer les dictatures autoritaires des dictatures totalitaires qui, elles, cherchent vraiment à contrôler jusqu'à l'individu. And the hope,
the small gift from Pandora's box for our world, the hope, some hope for our time? L'espoir. Pour moi, l'espoir, c'est l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, on peut penser ce qu'on veut, mais l'homme, fondamentalement, a un besoin de liberté. Hein, et que donc, bon, alors bien sûr, il y a des régimes peuvent durer longtemps, etc. Mais finalement, il y a toujours un individu qui se lève et qui dit non. Hein. Pensons à cette image extraordinaire lors des massacres de la place Tiananmen en 1989 et de cette rangée de chars qui avance et un seul homme se met devant un char tout seul et la colonne de chars s'arrête. C'est le symbole même de la résistance à l'oppression. Bon, alors ça demande du courage. Ça demande du courage. Je voudrais saluer pour finir un homme qui vraiment, en toute connaissance de cause, s'est sacrifié. C'est Alexeï Navalny. Monsieur Poutine a tenté de l'empoisonner. Finalement, Madame Merkel a exigé qu'il soit transféré en Allemagne pour être soigné. Et au bout de 6 mois, alors qu'il s'était bien remis, il a décidé de lui-même de rentrer en Russie pour combattre frontalement, en sachant parfaitement ce qui allait lui arriver, et il en est mort. Et ça, c'est... bon, voilà. Alors, je ne demande pas à tout le monde d'aller se sacrifier, mais il faut toujours avoir ce type d'exemple en tête. Que ce soit Solzhenitsyn, que ce soit Navalny. Ce sont 2 personnages russes qui, pour moi, marquent l'histoire de la Russie du XXe siècle et du XXIe siècle. Et M. Poutine, il est comme tout le monde. Il va mourir un jour. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, peut-être que l'ayatollah Khomeini aussi est mort, etc. Donc, ce type de personnage nuisible, malfaisant, finit par disparaître. Et à ce moment-là, on peut penser que des gens qui ont d'autres valeurs, un autre caractère, une autre force de conscience, parce que c'est la conscience qui est l'essentiel dans cette affaire, seront susceptibles de tenir un discours qui va conduire les populations vers plus de démocratie, plus de respect d'elles-mêmes. Parce que, entre nous, quel respect d'elle-même la population russe peut avoir en ce moment? On le sait très bien d'ailleurs. Dès que Poutine a plus ou moins menacé de faire une mobilisation plus ou moins générale, il y a au moins 600 ou 700 000 jeunes Russes, les plus formés, les plus cultivés, qui en 8 jours se sont enfuis du pays. Bon, en signifiant, ce n'était peut-être pas extraordinairement courageux, mais au moins, en partant, ils ont clairement signifié qu'ils ne voulaient pas participer à cette guerre absurde. Bon, ça c'est clair. Mr. Courtois, thank you for your great conference. Thank you for this amazing conversation. It was a great privilege for me. You're not a historian, but you are a wise one historian. Thank you very much. Merci beaucoup.